Les dirigeants du G7 s'accordent sur des prêts de 50 milliards de dollars à l'Ukraine grâce à l'utilisation des intérêts générés par les actifs russes gelés. Réunis à Bruxelles, les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN veulent s'engager à aider l'Ukraine sur le long terme. La Cour de justice de l'Union condamne lourdement la Hongrie pour violation sans précédent des règles européennes en matière de droit d'asile. Avec 30 sièges obtenus, le Rassemblement national est à présent la plus forte délégation au Parlement européen, tous partis et toutes nationalités confondues. L'Europe traversée par des épisodes météorologiques agités. La Grèce connaît une vague de chaleur quand des tempêtes s'abattent sur la Bulgarie. La présidence italienne du G7 a confirmé jeudi soir qu'un accord avait été trouvé pour débloquer des prêts de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Les fonds seront débloqués grâce à l'utilisation des intérêts générés par les actifs russes gelés. L'annonce a été faite par la première ministre italienne Giorgia Meloni qui accueille dans les Pouilles les dirigeants du G7 ainsi que Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a également signé des accords de sécurité d'une durée de 10 ans avec les États-Unis et le Japon. Kiev va ainsi pouvoir investir dans l'armement mais aussi dans la reconstruction du pays, alors que les hésitations et retards de livraison d'armes de ses alliés ces derniers mois ont profité à la Russie sur le terrain. Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué un accord historique qui envoie selon lui un message clair à Vladimir Poutine. En présence notamment du secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin, les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN sont réunis à Bruxelles. Une dernière réunion avant un grand sommet prévu en juillet à Washington. Au cœur des discussions, l'Ukraine, dont l'armée est en difficulté face aux troupes russes. Alors que cette guerre dure depuis 2 ans, Jens Stoltenberg veut s'assurer que les pays membres de l'Alliance maintiendront leur aide militaire à Kiev sur le long terme. Since Russia's full-scale invasion, allies have provided around 40 billion euros worth of military support each year. I have proposed that we sustain this level of support as a minimum for as long as it takes, and that allies share this burden equitably. NATO's central focus for Ukraine is long-term, predictable security assistance amidst growing global insecurity. Secretary General Jens Stoltenberg said there has to be an end to gaps and delays in the transfer of weapons, given what has been an extremely harsh 6 months for the country, with Russia taking even more territory. Defence ministers are also discussing training for Ukrainian soldiers and financial assistance, all of which is a prelude to the big Leaders Summit in July in Washington, D.C. Shona Murray, Euronews, NATO. Ces prothèses ont été installées à Berlin, devant le lieu où s'est tenue la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Le conflit a fait des milliers de morts et de blessés. Et après 2 ans de bombardement, les travaux de réparation des infrastructures s'annoncent compliqués. I really don't know how we will survive this winter. I really don't know. La Banque mondiale a promis une aide de 500 milliards de dollars à Kiev pour reconstruire le pays. Pour l'ONU, ce conflit a complètement bouleversé la vie des Ukrainiens. This is one of the largest movements of people as a result of conflict we have seen since 1945. That human toll is not only growing in terms of the number of people, but with every day that the war continues, their suffering, their trauma becomes deeper. A generation of school kids that now have to go into the underground stations in Kharkiv in order to be able to attend school will be scarred for life by what they see happening around them. Secondly, the development of Ukraine as a nation, as an economy, has already been thrown backwards by years. Probably it will have lost decades. Trying to regain that momentum and being able to also have people in Ukraine and those who have fled have a sense of hope. We're already seeing benefits of an integrated Ukraine into Europe through the energy sector. Already during the war, they did something remarkable early on, which was to interconnect the network so that exports and imports could start flowing. And that has really helped Ukraine because it's needed to import, especially now with the incredible detrimental damages that have happened to its energy sector.
Volodymyr Zelensky est attendu en Suisse où va se tenir une conférence pour la paix en Ukraine. Whilst this year's Ukraine Recovery Conference has been heralded as a success with more than 100 agreements being signed, all eyes will now be on the Swiss Peace Summit this weekend and exactly who will still be attending. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Des applaudissements pour saluer la signature d'une dizaine d'accords de coopération entre Madrid et Ankara. Dans la capitale espagnole, Recep Tayyip Erdogan a pris part au 8e sommet intergouvernemental entre les deux pays. 14 ministres turcs et espagnols participent à cet événement qui a pour but de promouvoir le développement économique entre les deux nations. Le président turc s'est également entretenu avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez et l'a remercié pour ses prises de position sur la guerre en cours dans la bande de Gaza. Le gouvernement espagnol a reconnu officiellement l'État de Palestine le 28 mai. Madrid a également annoncé se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud dans sa procédure contre Israël devant la Cour internationale de justice. Depuis quelques mois, Pedro Sánchez est devenu l'une des voix les plus critiques d'Israël au sein de l'Union européenne. La Cour européenne de justice condamne la Hongrie à une lourde amende pour violation inédite exceptionnellement grave du droit de l'Union en matière de politique d'asile. Les juges fixent une somme forfaitaire de 200 millions d'euros et une astreinte d'1 million d'euros par jour de retard pour ne pas avoir exécuté un arrêt de 2020. La Cour avait estimé il y a 4 ans que les règles hongroises en matière d'asile étaient contraires au droit européen car elles limitaient l'accès à la protection internationale et que les autorités plaçaient les migrants en détention illégale. Les juges précisent que Budapest aurait dû tenir compte de cette décision. Or, selon un avocat spécialiste en droit international, le gouvernement hongrois a fait la sourde oreille. Unfortunately, the Hungarian government has decided to completely ignore it. What's more, actively working against it, establishing its domestic rules, which were completely against European Union legislation, and to add insult to injury, it has been constantly communicating about intentionally doing this. I think this is one of the reasons which gives its special profile to this case. La Commission européenne est en contact avec le gouvernement hongrois. L'institution veut savoir comment Budapest compte payer la pénalité et comment le pays compte aligner le droit hongrois sur les règles européennes. L'amende pourrait être retenue sur les fonds européens destinés à la Hongrie. And if the payment is still not made, then the Commission resorts to what we call the offsetting procedure, which in practice means that we deduct the amount concerned from an upcoming transfer towards the budget of towards the country concerned. Le gouvernement hongrois a réagi peu de temps après la décision des juges. Sur le réseau social X, le Premier ministre qualifie cet arrêt de scandaleux et inacceptable. Il semble que les migrants illégaux soient plus importants pour les bureaucrates de Bruxelles que leurs propres citoyens européens, écrit Viktor Orban. La Cour de justice de l'Union souligne que cette violation du droit européen est sans précédent. Avec 30 sièges obtenus, le parti français d'extrême droite du Rassemblement national est à présent la plus forte délégation au Parlement européen, tous partis et toutes nationalités confondues. À l'échelle du Parlement, le groupe Identité et démocratie est toutefois 5e. Les conservateurs du Parti populaire européen restent les plus nombreux. Jean-Paul Garot, président de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen, s'est entretenu avec Euronews pour le podcast Radio Schuman. Nous constituons un groupe important qui symbolise une montée du souverainisme partout, à des degrés divers, mais partout en Europe. C'est-à-dire que nos concitoyens, particulièrement en France, ont bien compris les enjeux de cette élection européenne, à savoir d'abord que les sujets qui se traitent ici les touchent au quotidien, dans des domaines différents, l'immigration bien sûr, l'énergie. L'heure est aux négociations avec d'autres groupes pour tenter d'élargir idées. Marine Le Pen a notamment tendu la main à Giorgia Meloni. Marine Le Pen, l'Italien Matteo Salvini et les autres chefs de partis d'extrême droite européens se sont rencontrés à Bruxelles pour faire le point.
D'ailleurs noué d'excellents contacts avec d'autres groupes, effectivement ECR. J'ai beaucoup travaillé, on a fait un certain nombre d'actions communes avec, par exemple, évidemment les Espagnols de Vox, et aussi avec les Polonais du PiS, où il y a eu aussi quelques rapprochements naturellement. Réintégrer le parti allemand de l'AfD, exclu du groupe Identité et Démocratie en mai, n'est pas d'actualité avant les élections législatives françaises. J'étais bien sûr, en tant que président de la délégation, au groupe qui a décidé de l'exclusion du groupe de l'AfD. Donc nous en sommes là, nous en restons là, et voilà. Et puis je ne sais pas ce qui va devenir de l'AfD. Par ailleurs, le groupe Identité et Démocratie n'exclut pas de présenter un candidat à la présidence de la Commission. La Grèce connaît en ce moment une vague de chaleur importante avec des pics à 40 degrés par endroit. L'armée et les pompiers sont en état d'alerte, effectuant des patrouilles fréquentes et surveillant les zones à risque à l'aide de drones. Par ailleurs, une tempête de grêle et des pluies torrentielles ont frappé une partie de la Bulgarie, privant certaines régions d'électricité. Les grêlons étaient en moyenne de la taille d'une noix et ont détruit les voitures des habitants. Cette tempête a également saccagé la récolte de pêche dans plusieurs villages près de la ville de Sliven. À Choumen, un taxi est resté coincé dans l'eau sous un pont inondé. Les passagers ont dû marcher dans l'eau pour s'extraire du piège. Enfin, à Murcie, en Espagne, une tempête a inondé des rues et perturbé le réseau d'éclairage public, ainsi que les écoles, les installations sportives et les bâtiments municipaux. Malgré sa gravité, aucun blessé ou décès n'est pour le moment à déplorer.